En tant que parent, la peine, elle est à vie. Oui, on est Mais première mot. pour avoir un petit apaisement de la peine, il faut de la prison. Il faut de la prison. La prison ferme. Aux États-Unis, tu tues quelqu'un sous l'effet de la boisson, c'est minimum 10 ans de prison, retrait du permis à vie. Ici, c'est on va jouer aux billes, on a un sursis. La plupart d'entre nous l'utilisent tous les jours, en oubliant qu'elle tue des milliers de personnes chaque année. Qu'on soit un passionné ou un simple utilisateur, on préfère occulter à quel point la voiture peut faire basculer une vie. Stéphane, Martine, chacun a été frappé dans sa chair par un accident de la route. La vie de Stéphane a basculé le jour où il a été victime d'un accident. Depuis, il est handicapé. Martine, elle, a perdu son fils, tué sur les routes de Belgique. Elle tente de retrouver le coupable. Comment un simple moyen de transport peut-il condamner autant de destins? J'ai eu envie de partir à leur rencontre. Je m'appelle Martine Maufort, j'ai 52 ans et mon fils a été tué sur la route. Je m'appelle Stéphane Gervais, j'ai 25 ans. Je suis paraplégique à la suite d'un accident de la route. Martine Maufort, Stéphane Gervais. Elle a perdu son fils de 25 ans. Lui, l'usage de ses jambes. Tous les deux essaient de reconstruire leur vie sur de nouvelles bases. Elle, dans sa ville de Bastogne, en Belgique. Lui, à Saint-Germain-en-Laye, en banlieue parisienne. Pour qui sont ces fleurs? Pour David. David, c'est le fils de Martine, tué par une voiture la nuit du 10 juin 2011, sur le bord de cette route qu'il longeait à pied, à 100 mètres à peine de chez lui. Je viens toutes les semaines. C'est dur. C'est très dur de venir ici. Mais c'est le seul endroit où je sens que mon gamin est là. C'est le seul endroit où je viens lui parler. Je lui demande de m'aider. Martine recherche toujours l'auteur de l'accident. Un chauffard qui, après avoir tué son fils, a pris la fuite. Je lui dis aussi que maman est là, qu'elle se bat pour que son âme soit en paix. Je chercherai, gamin. Je retrouverai celui qui a pris ta vie. Bonjour. Cette nuit-là, je dormais. Quand on a frappé très fort à la porte, j'ai senti qu'on allait venir me dire que David était mort. Je suis descendue. Par la fenêtre, j'ai vu 2 policiers. Ma tête s'est serrée comme un étau. J'ai senti le sang se vider de mon corps. J'étais comme morte. Ils m'ont bien confirmé que David était mort. La vie de Martine vient de basculer. Son fils, qui rentrait d'un bal de village, est décédé. Les policiers lui expliquent qu'un couple était présent sur les lieux. Voici leur témoignage. Un couple rentrait chez eux. Ils ont vu une forme à terre. Ils ont évité cette forme à terre. Ils se sont arrêtés. David n'était pas blessé, il n'avait pas l'air blessé. Il respirait, son ventre bougeait. Le couple aurait alors garé sa voiture sur le côté, derrière le corps de David toujours en vie. Mais à ce moment-là, un autre véhicule serait arrivé. Le monsieur dit qu'il a fait de grands signes pour que ce véhicule s'arrête. Ce véhicule n'avait pas l'air de ralentir ni de s'arrêter. Pour sauver sa vie à lui, il s'est jeté sur le côté. Ce véhicule n'a pas dévié de sa route et a écrasé mon fils. Ce soir-là, David décède, le crâne percuté par la roue d'une voiture.
Mais Martine doute de la véracité du témoignage du couple. Cette voiture ne s'arrête pas, continue son chemin. David est au milieu de la route, en travers de la route. Et cette voiture ne dévie pas de sa route. Alors comment ça se fait que mon fils n'a que la tête écrasée? Je ne comprends pas. Martine se sent délaissée par la justice qui négligerait certaines preuves. Selon elle, les prélèvements d'ADN et les vêtements que portait David ce jour-là auraient été égarés par les enquêteurs. Les vêtements de mon fils sont introuvables. Où sont passés les vêtements de mon fils? Je ne sais pas. Éventuellement, si on trouve un véhicule avec des fibres ou un morceau de vêtement, on ne peut même pas le comparer avec ceux de mon fils parce que les vêtements, ils ont disparu. Submergée par des questions sans réponse, Martine ne dort plus. Ses deux autres enfants ne supportent plus de vivre dans la maison familiale remplie de souvenirs. Ils partent vivre chez leur père, d'avec qui elle a divorcé peu de temps avant la mort de David. Le petit, mon dernier, avait 11 ans. Sans arrêt, il me posait les questions. « Maman, est-ce que celui qui a tué mon frère va venir aussi me tuer ?» Il a préféré rester chez son père. On était une famille heureuse dans une maison où il y avait la joie de vivre des enfants. Et tout à coup, à l'aube de mes 50 ans, ma vie a été brisée. Depuis, Martine vit seule dans cette grande maison où habitaient jadis 5 personnes. Dans une pièce, la pièce de David, comme elle la nomme, Martine a réuni les derniers souvenirs de son fils disparu. Tous les jours, je viens regarder ce dessin. Celui-ci, ce personnage, il l'appelait Heureux. Une boîte remplie des trésors du jeune homme. Les souvenirs d'une vie joyeuse et heureuse. Il y a une cassette où il écrit oral sur la guerre 40-45, moi et mon papy. C'est précieux, c'est sa parole, sa voix. Mais je n'ai pas d'appareil pour écouter ça et je ne sais pas si j'aurai le courage d'écouter ça. C'est comme si j'étais avec mon fils. C'est ici que j'ai rassemblé ces petits secrets, ces dessins. Il est là, il est avec moi, ça me fait du bien. Des livres, des dessins, des objets, mais aussi son journal intime. Dans ce dernier, des extraits difficiles à lire pour Martine, sauf un passage. J'aime parce qu'il écrit, j'agis, hélas parfois, donc j'assume et je suis. Il y a quelqu'un qui devrait assumer, celui qui a pris sa vie. Je ne peux pas rester sans savoir, parce que ça, c'est pas vivable. Ce qui me tient en vie, c'est de chercher et d'avoir l'espoir qu'un jour je vais savoir. Parce que je dois savoir, j'ai le droit de savoir. Laurent Hecker, vous êtes avocat. À écouter Martine, on a l'impression que l'enquête a été bâclée. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les accidents de la route avec délit de fuite. C'est une réalité? C'est vrai qu'on a souvent des dossiers qui sont faits de manière très artisanale. Et peut-être que la police ou la gendarmerie n'a pas tous les moyens d'investigation modernes. C'est vrai qu'on a très peu d'experts en France aujourd'hui qui travaillent avec tout ce que l'informatique et la criminalistique contemporaine peut apporter. On est loin de ces séries américaines et des experts qui trouvent la solution à chaque fois. On en est encore relativement loin, bien qu'il y ait d'énormes progrès qui ont été faits. Mais sur ce qui concerne les accidents de la circulation routière, il reste beaucoup de progrès à faire. Quel est le problème? C'est un problème de formation? Je pense que c'est un problème de moyens, avant tout, parce que ça suppose évidemment des moyens, et puis ensuite, oui, peut-être de formation. Mais nous pouvons tous un jour être responsables d'un accident qu'on peut qualifier d'involontaire, oui. Un obstacle sur la route, etc. Bien sûr. Là, c'est vraiment l'homicide involontaire. C'est l'homicide involontaire, mais à ce moment-là, encore une fois, je crois qu'il faut assumer. C'est-à-dire celui qui téléphone pendant qu'il roule, alors qu'on sait que c'est peut être un élément de distraction essentiel, s'il commet un accident, je crois qu'il faut qu'il assume. Aujourd'hui, on est dans un état de droit, les lois doivent être appliquées, et ceux qui ne respectent pas les lois doivent être condamnés en conséquence.
Les mois passent. L'enquête est au point mort. Martine vit seule, dévastée. Mais elle va bientôt retrouver la force de se battre. Il y a de la place ou quoi? J'ai peur de ne pas pouvoir me garer ici. Je vais me garer comme un sauvage en fait. Si Stéphane se permet aujourd'hui de se garer au milieu du parking, c'est qu'il a besoin d'espace pour sortir son fauteuil roulant. Car il y a 2 ans, Stéphane a été victime d'un terrible accident de la route. Je rentrais chez moi en moto, super calme. Et en fait, arrivé à un feu, moi j'avais le feu vert. Quelqu'un en face de moi avait le feu vert aussi et tournait sur sa gauche. Et en fait, il a grillé la priorité. J'ai perdu le contrôle de la moto en freinant. Et j'ai été percuté à un trottoir par la tête. Dans le choc, en fait, ma colonne s'est pliée un peu comme un spaghetti. Un spaghetti dur que tu essayes de faire rejoindre les 2 bouts, bah, il casse. J'ai perdu connaissance sur le coup. C'est les pompiers qui m'ont réveillé sur place. Tout de suite, j'ai ressenti la douleur atroce dans le dos. Les pompiers me demandaient « Est-ce que tu sens quelque chose ?» Je sentais plus rien. Et apparemment, j'aurais dit à mon père que j'allais plus remarcher. J'ai percuté assez vite qu'il y a quelque chose qui allait pas et que c'était au niveau de la colonne. Voilà. L'atteinte à la moelle épinière est sévère et irréparable. Stéphane ne sent et ne contrôle plus aucun muscle du haut de la poitrine jusqu'à la pointe des pieds. Il est paraplégique. Désormais en fauteuil roulant, sa vie bascule définitivement. Tout a changé. Tout a changé parce que bah voilà, déjà je me lève le matin, quand je me réveille, j'ai le fauteuil à côté de moi. Faut se convaincre voilà, que le matin, quand on se lève, bah, c'est pour aller dans le fauteuil et puis on y passe toute la journée. Donc, finalement, au début, c'est comme une paire de chaussures qu'on ne supporte pas et qu'on est obligé de mettre. Voilà. Au début, c'est comme ça. 11 mois de convalescence. 11 mois durant lesquels Stéphane est transféré d'hôpital en hôpital. Durant cette période, il se lie d'amitié avec sa kinésithérapeute. Une relation amoureuse naît alors entre le patient et sa thérapeute. De fil en aiguille, bah, on s'est mis ensemble. C'est une histoire assez commune en fait. Il y a beaucoup de kinés qui finissent par se marier avec leurs patients. Ils nous voient combatifs en fait, ils nous voient évoluer, donc ils nous voient dans une pente positive quand nous on est dans une pente négative. Donc en fait, on est séduit par ça des 2 côtés, quoi. À sa sortie de l'hôpital, Stéphane retourne vivre chez ses parents. Et sa famille doit s'adapter à son fauteuil roulant. La relation en fait avec mes parents et ma petite sœur se sont dégradées parce que c'était très difficile en fait. Ils étaient derrière moi à me motiver, à me pousser, à me forcer à faire plein de choses. Quand je me levais le matin, on me demandait est-ce que ça va. Quand j'étais dans la salle de bain et puis qu'ils n'entendaient plus de bruit, ils me demandaient est-ce que ça va. J'en ai eu marre qu'ils me demandent toutes les 10 minutes est-ce que ça va, est-ce que ça va. Donc en fait c'était plus vivable et puis moi je rejetais un peu la faute sur tout le monde, donc j'étais pas agréable du tout avec eux. Et donc finalement j'ai quitté la maison, je suis venu m'installer ici avec ma copine. Désormais en couple, Stéphane peut commencer à se reconstruire. Les gens me disaient, tu verras un jour, de toute façon, tu vivras avec, t'accepteras. Et en fait, moi, je pense, on n'accepte jamais, en fait. On n'accepte pas d'être en fauteuil, mais on s'y fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je m'y suis fait. J'accepte pas, mais je m'y suis fait. Aujourd'hui, Stéphane doit faire une course en ville. Le magasin est à moins d'1 kilomètre. Mais c'est en voiture qu'il devra y aller.
Et comme pour chaque déplacement, le même long rituel. Une fois au volant de sa voiture adaptée à son handicap, Stéphane est libre de se rendre seul où il veut. J'ai un cercle derrière le volant là, qui me permet d'accélérer. Et là, une poignée de frein. Donc quand j'actionne la poignée de frein, vers le bas, ça freine. Hop. Bon, va falloir demander. Ouais, s'il vous plaît. Je cherche une sangle, ouais. Quel type? Avec la clé ou... De type élastique. C'est uniquement élastique? Ouais. Alors il m'en faut une large parce que c'est pour faire le tour d'un fauteuil de sport, pour me tenir en fait dans le fauteuil. D'accord. On va faire le tour du fauteuil. C'est bon. Et on va éviter les poignées, ouais, nickel. Voilà. Là je peux la resserrer encore si je veux, donc nickel. Je prends. Ça te convient? Ouais, merci. Parfait. Hop. Bon courage. Stéphane vient d'acheter une ceinture de maintien dans un magasin de moto. Il s'en servira pour son quotidien en fauteuil. Une ironie du sort pour un ancien motard. Quand on est motard, on passe pas mal de temps dans les magasins de moto. Hein. Les nouveautés, nouvel équipement, voilà. Pour l'entretien de la moto. C'est sympa. Et aujourd'hui de revenir comme ça, Bah, y a toujours la même sympathie, donc c'est que du plaisir. Que du plaisir. Ça fait un petit quelque chose de se dire qu'on vient pas pour la moto, mais ça va. Gérard Lopez, vous êtes psychiatre. En 2012, 3645 personnes ont trouvé la mort sur les routes en France. Ça signifie que chaque jour, 10 vies sont fauchées, c'est énorme. 767 victimes en Belgique, là où vit Martine. Et pourtant, chaque nouvelle limitation de vitesse fait l'objet de vives critiques. De votre point de vue de psychiatre, comment expliquer cette réaction ? Bah écoutez, moi-même, quand je reçois une contravention parce que je roulais à 56 à l'heure au lieu de 50, ça m'énerve. C'est une réaction infantile, narcissique, voilà, une réaction de colère immédiate. Et on trouve vraiment scandaleux de se faire verbaliser pour un petit kilomètre supplémentaire, c'est évident. Mais on est obligé de constater que ça a fait énormément diminuer le nombre d'accidents. Donc il faut se résigner à ce que la peur du gendarme soit efficace. On a un peu un sentiment de toute puissance sur la route. Oui, bien sûr. On est protégé et puis il n'y a pas le contrôle social, on devient violent, on insulte les gens, bien protégé en sa petite bulle. On a l'impression que notre conscience du danger est amoindrie sur la route. Je crois que les êtres humains se pensent immortels. Vous pensez immortel, je me crois immortel, ça n'arrive toujours qu'aux autres. Donc la prise de conscience est extrêmement difficile et parfois c'est après l'accident que l'on prend conscience. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire, ce sont les gens qui ont été personnellement touchés, qui forment des associations, qui essayent de faire évoluer les choses. Vous savez, c'est pas pour rien qu'en France, la Ligue contre la violence routière a été créée par une journaliste de La Croix dont les enfants ont été victimes d'un chauffard. C'est toujours comme ça. Depuis sa sortie de l'hôpital, Stéphane se déplace en fauteuil roulant. Il a dû arrêter ses études en radiologie et va découvrir qu'il peut malgré tout donner un nouveau sens à sa vie. Chaque jour, Martine traverse la frontière entre la Belgique et le Luxembourg. Voilà Paul. Pour rejoindre le restaurant dont elle est propriétaire depuis 10 ans. Un petit coca ? Ici, c'est mon établissement. Friterie, café, restaurant. Gérer son commerce, une bonne raison pour elle de se lever le matin, malgré la mort de son fils il y a 2 ans, sur une route de campagne. Il faut travailler, et le travail, ça, on s'en sort. Ne pas rester enfermé chez soi, se battre, voir du monde, bouger, travailler, se donner des activités. C'est très important. Bonjour. Après l'accident, Martine n'est pas venue travailler pendant 1 an. Une absence qui a entraîné une baisse d'activité du restaurant. Moyenne, bonjour.
Aujourd'hui, Martine est sur tous les fronts. Dans 5 minutes. On fait ça de suite. Merci. À tout à l'heure. Mais au début, la reprise était difficile. Je me précipitais ici. Vous vous sentez mal? Oui. Donc je venais dans ce petit coin pleurer. Pleurer fort. Oui. Et alors, vous voyez, à ce moment-là, ben, la dame qui travaille en cuisine ou les autres, ben, ils rentrent leur tête et ils ont mal au cœur et ils ne savent pas quoi faire. Oui. Oui. Au sein de son établissement, Martine se sent bien entourée. Bonjour Marcel. Notamment grâce à Marcel. Marcel, elle est la serveuse, elle travaille ici en Seine. Elle me connaît depuis l'enfance. Elle mène un gros combat tout en restant toujours très forte. Elle a changé après cette nuit du 11 juin? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Comment? Énormément. Ce n'est plus, Moyenne. ce n'est plus la Martine d'avant. C'était une femme souriante, joyeuse, folle. Maintenant, c'est plus qu'une façade. Tout ce qui est là. David venait souvent prêter main forte à sa mère au restaurant. Une absence qui reste difficile à vivre pour certains habitués. Il restera dans mes souvenirs. Oui. J'ai la photo. Mais Michel a la photo de mon fils qui ne le quitte pas dans son portefeuille. Il était devenu un copain, ici, derrière le comptoir. Et là, derrière le comptoir, une photo de David et sa mère est accrochée au mur. Une photo pleine de souvenirs. Cette photo, elle a été prise, si vous regardez le mur, elle a été prise ici. C'est la dernière photo que j'ai avec mon fils. C'était le 13 février, c'était le jour de mon anniversaire, 4 mois avant sa mort. Je me rappelle, il me tenait par l'épaule et il me disait « Comme tu es belle, maman, 50 ans, chut, ne le dis à personne, tu en fais 10 de moins. » Voilà comment il me parlait. Pour médiatiser son histoire, Martine a créé une association sans but lucratif au nom de son fils, l'ASBL David Collin. C'est en partie grâce à elle que tout Bastogne connaît Martine et son combat. Aujourd'hui, elle parcourt les rues à la rencontre des commerçants. Est-ce que ça va bien? Ça va. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger 2 petites minutes? Pas de problème, oui. Merci. En fait, j'organise un vernissage avec des œuvres de divers artistes et un concert en faveur de la SBL que j'ai créé en souvenir de mon fils. Je pense que vous me connaissez bien. Et je voulais voir si je pouvais mettre une affiche chez vous. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Je la mets là? Là, sur le vernissage, je pense. C'est très très difficile et vous êtes courageux, c'est incroyable. Il faut continuer. Vous voyez, quand j'entends des personnes qui me disent chapeau, il faut continuer, ben, c'est ça qui me stimule à continuer à me battre. Si tous les commerçants que Martine rencontre la soutiennent dans sa bataille, les preuves de solidarité viennent aussi parfois d'inconnus. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah, c'est gentil, merci, monsieur. Ça me fait plaisir que vous me dites là. Je vous remercie. Merci, monsieur. Au revoir. Dites-moi, ça vous arrive souvent dans la rue d'avoir des témoignages comme ce monsieur derrière là? Là, ça me touche beaucoup. Ça m'arrive, oui. Les gens qui me croisent, qui me reconnaissent, surtout, ils me disent chapeau. Chapeau pour ton courage. Ça me fait plaisir. Gérard Lopez, perdre un enfant est sûrement l'épreuve la plus difficile à surmonter, mais lorsqu'il n'y a pas de coupable à blâmer, ça doit être encore plus difficile. C'est absolument épouvantable. Vous savez, nous avons tous un sentiment de justice. Le sentiment de justice est une chose qui fait partie de l'homme. Martine a l'impression de ne pas pouvoir faire son deuil parce qu'elle n'a pas obtenu justice. Vous savez, quand on veut se réparer quand on est victime, la première chose, c'est la reconnaissance. Donc vous êtes victime d'un accident de la route, la reconnaissance, elle passe aussi par la justice. Il faut que la justice passe. Et les victimes doivent avoir le sentiment qu'elle est passée correctement. Mais paradoxalement, la recherche d'un coupable ne permet pas forcément de déplacer la tristesse. Non, pas du tout.
Il y a une sorte de mythe que c'est après le procès que l'on peut tourner la page, faire le deuil, tout ceci. C'est, je crois, plus des idées reçues, une idéologie que la réalité. 2 ans après la mort de David, Martine se heurte toujours à la justice. Un problème auquel elle n'est pas seule à être confrontée. Depuis 2 ans, Stéphane est paraplégique suite à un accident de la route. Le responsable de l'accident est un homme de 84 ans. Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis et à 10 ans de retrait de permis. Grâce à une vidéosurveillance, la police a pu prouver que c'est lui qui était entièrement responsable, qu'il avait refusé la priorité. J'ai croisé 2 fois au tribunal, il ne s'est pas excusé, il ne m'a pas regardé, parce qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il a fait. Et pour éviter à d'autres conducteurs de se retrouver comme lui en fauteuil roulant, Stéphane fait des conférences. Bonjour à tous. Aux côtés de l'association Victimes et Citoyens, il se rend 1 fois par mois dans les collèges pour raconter son histoire. Accompagné d'un autre membre de l'association, victime lui aussi d'un accident de la route. Aujourd'hui, Stéphane est dans un lycée de la banlieue parisienne. Quand j'ai vu le chauffeur qui m'a coupé la route, je me suis aperçu de 2 choses. C'est qu'il ne savait pas du tout les conséquences pour moi. Il ne sait pas ce que c'est la vie en fauteuil. Et il ne savait pas non plus quelles seraient les conséquences pour lui. Il n'était pas conscient qu'il risquait de la prison, de perdre le permis. Je pense qu'avec la parole qu'on apporte, on peut empêcher aux jeunes de se retrouver dans ces 2 positions, de coupable et de victime. Ouais, vas-y, c'était quoi ta question? Est-ce que vous en avez voulu à la personne? Ce que j'en ai voulu à la personne? Oui, évidemment. Je pense qu'il y en a qui doivent se dire, moi, ce mec-là, je le tuerai, machin, je le retrouve et tout. Je sais très bien qui c'est, je sais où il habite. Cependant, j'ai aucun intérêt, mais aucun, à aller le voir, à essayer d'avoir des représailles, quoi que ce soit. Ça ne changera rien à ma vie. Certains lycéens restent insensibles au discours de prévention de Stéphane. Difficile de toucher des jeunes de 17 ans qui rêvent de passer le permis. Moi je dis ça va pas servir à grand chose. Donc ça veut dire que tu penses... Secondaire, moi je sais pas. Ce qu'il faudrait c'est quoi? C'est que vous mettiez un accident devant nous et là ça va faire réfléchir. T'en as 2 des accidents devant toi là. Hein? T'en as 2 des accidents devant toi. Mais comment on sait comment ça s'est passé votre accident? Attends, on va y venir. Des réactions inconscientes qui légitiment la présence et l'action de Stéphane. Je ne pouvais plus bouger, je ne sentais plus rien à partir des mamelons. Plus rien du tout. Je pense que vous êtes en train d'imaginer tout ce qui se passe en dessous les mamelons. Il y a les abdos, il y a les jambes. Entre deux, voilà. Il y a la vessie, il y a le sexe. Et tout ça, ça marche pas. Des mots durs. Et des images choc dans cette vidéo qui met en scène l'accident et la mort de 5 jeunes. De quoi faire prendre conscience du danger aux plus récalcitrants. Tout à l'heure, tu pensais que le discours qu'on avait servait à rien? À ton avis? Maintenant? Ça peut servir à quelque chose parce qu'on voyait les gens mutilés et tout. Et tu penses que le discours qu'on avait avant, il n'y avait aucune concordance avec ça? Un peu. Au revoir. Je peux apporter un message positif pour leur dire qu'il faut vivre avec les handicapés. Bon courage à vous, monsieur. Merci. Je vois en faisant ça que finalement, j'avance. J'avance. Je fais pas rien, je sers à quelque chose. Donc voilà. C'est ma thérapie pour me dire tu sers encore à quelque chose. Lève-toi le matin et fais quelque chose d'important. Allez, à la prochaine. Bertrand Parent, vous êtes journaliste. Il y a 28 ans, alors que vous rouliez de nuit sur une départementale mouillée, vous avez percuté de plein fouet la voiture d'un couple qui arrivait en face. Le conducteur Philippe est décédé et vous avez été condamné à 250 € d'amende, 16 mois de retrait de permis et 2 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Vous racontez cette histoire dans le livre « Un jour sur la route, j'ai tué un homme ». On entend souvent le point de vue des victimes.
mais rarement celui des conducteurs qui ont causé les accidents. Ce sont avant tout des hommes et des femmes comme tout le monde, et ça peut malheureusement arriver à tout le monde. Et ça peut ne pas arriver aussi, et c'est ça qui est important. Et c'est le combat que je mène aujourd'hui. Oui, il y a des auteurs d'accidents, et oui, nous vivons avec une souffrance aussi. Alors cette souffrance, elle est compliquée parce qu'on la met en rapport avec la souffrance qu'on a infligée, qui est infiniment plus grande. Donc parfois on a honte de cette souffrance, et c'est pour ça qu'on a une tendance au déni. Après, ce qui est compliqué pour les familles des victimes, c'est que parfois l'auteur refuse cette responsabilité, ne l'accepte pas, ne l'assume pas. Et dans les tribunaux, disent c'est pas ma faute, c'est la faute de la voiture. On voit ce jeune homme qui est en fauteuil et le monsieur qui l'a percuté qui ne s'est jamais excusé. Mais moi, ça me paraît totalement dingue. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un homicide involontaire, évidemment. On ne l'a pas fait exprès, encore heureux. Mais c'est une espèce de dignité et c'est quand même un minimum de au moins présenter ses excuses, de au moins reconnaître sa faute. À vous lire, on comprend que la véritable condamnation, c'est de vivre avec la culpabilité. Oui, effectivement, parce que c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Et puis, quand on a 20 ans, le sentiment d'immortalité qu'on connaît tous à cet âge-là, c'est extrêmement compliqué de tout d'un coup voir que, bien non, l'immortalité, ça n'existe pas et que vous êtes responsable de la mort d'un homme. Donc cette culpabilité, oui, je ne l'ai à jamais. J'ai simplement aujourd'hui l'espoir de la transformer en justement faisant de la prévention routière et en parlant à haute voix. Pourtant, nous râlons tous lorsqu'il y a un nouveau radar qui s'installe. Oui, mais alors tant qu'on a plus peur de perdre 90 € que de perdre la vie, il faut qu'il y ait des radars. Le problème, il est là, c'est la conscience du risque routier. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre voiture, confortable, silencieuse, et puis tout d'un coup, on oublie toutes les règles de base. Et bien, tant qu'on n'arrive pas de nous-mêmes à se discipliner, il faut qu'il y ait un rappel à la loi, tout simplement, comme dans toutes les autres délinquances. Sportif passionné avant son accident, Stéphane se résigne à abandonner ses activités sportives. Il va pourtant découvrir que même en fauteuil, sa passion reste possible. Aujourd'hui, Martine et une dizaine de membres de son association sont au palais de justice de Namur, au centre de la Belgique, pour soutenir Jean-Luc. Moi, ce que j'ai écrit, c'est chauffeur briseur de vie. Magnifique. Et justice, réveille-toi. C'est très bien. C'est très bien. Que la justice se réveille. Très bien. Écoute. Jean-Luc a lui aussi perdu son fils Rémi, il y a 6 ans, dans un accident de la route. L'automobiliste, sous l'emprise de l'alcool, a pris la fuite. Aujourd'hui, c'est l'annonce du verdict du procès du chauffard. Un moment très important pour Martine, qui se sent liée au sort de Jean-Luc. Nous, en tant que parents, la peine, elle est à vie. Oui, on est mais pour avoir un petit apaisement de la peine, il faut de la prison. Il faut de la prison. La prison ferme. Aux États-Unis, tu tues quelqu'un sous l'effet de la boisson, c'est minimum 10 ans de prison, retrait du permis à vie. Ici, on va jouer aux billes, on a un sursis. Bon, alors, un colson pour attacher la jambe. Je vais tenir avec toi. Martine et Jean-Luc sont bien décidés à s'unir dans leurs combats respectifs. D'autant plus que Martine vient d'apprendre que le dossier de son fils risque d'être classé. Un coup dur pour elle. Tu restes près de moi. Mais on le reste plus que tu peux. On est tous là pour le... Il y a un vrai déni des victimes. Ils m'ont même pas prévenu, moi, personnellement. Radio, TV, journaux, mais moi, rien. Mais je vais me battre et je vais réouvrir le dossier. C'est dans ta main. Attends, quelqu'un peut prendre une plaque et le bonhomme, s'il vous plaît. Bon. Nous sommes venus pour soutenir le papa de Rémi qui demande justice. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de demander une justice efficace qui prend en compte la perte d'un être cher. Notre combat ne fait que commencer, mais nous irons jusqu'au bout. Bravo. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. 5 ans de prison avec sursis pour le meurtrier de Rémi. Bien trop peu pour Jean-Luc et Martine. La peine est légère et elle est légère. Il n'y a pas de retrait de permis, prison ferme bien sûr, il n'y en a pas, on s'en doutait, mais c'est un scandale. En fait, une justice de misère, parce qu'il y a eu plein d'erreurs, il y a eu des non-enquêtes, il y a eu des dysfonctionnements, etc., etc. La lenteur de la justice fait que ce criminel, cette saloperie, n'ira pas en prison un seul jour. Voilà. Une peine liée à l'ancienneté des faits et à une procédure longue.
3 ans et demi d'enquête et plus d'1 an de procès. Ils ont enfoncé la victime. Oui, ils ont enfoncé. Si j'avais été jugé dans les 2 ans, il est clair que le sursis n'y aura pas eu. Mais c'est ça le problème. Oui, mais le juge. Oui, mais ça, le juge n'a pas le choix. Il avec ça. Pas de retrait de permis, quoi. Ça, c'est. Non. C'est dingue. Non, on va aller faire un peu de bruit dehors. À cause du retrait, à cause du délai irraisonnable de l'affaire. Dû à la justice. À la lenteur de la justice, hein, quand même. Le délai irraisonnable. Délai irraisonnable, voilà ce que vous dites. Dû à la justice de merde de ce pays de merde. 6 ans de lutte pour arriver à ça. 6 ans. Ministre anti-bandit! Une peine à laquelle Martine devra peut-être faire face si le meurtrier de son fils est retrouvé. Car en Belgique, après 3 ans, le délit de fuite est prescrit. J'ai un dégoût quelque part. Moi, David a été tué maintenant il y a 2 ans et 3 mois. Ben, je me dis, il me reste 9 mois pour trouver le meurtrier de mon fils, sinon il va encore avoir aussi la prescription sur le délit de fuite. Pour moi, c'est inadmissible qu'on tue. Et voilà, on continue sa petite vie, bien peinard. Ah oui, on a pris la fuite parce qu'on a peur. C'est quoi ça? Mais ça, c'est des tueurs en puissance. Ils recommenceront, il continuera à boire, il reprendra son volant et il tuera encore. Il continuera. Retour à Bastogne, dans la maison voisine de Martine. L'ancien domicile de la grand-mère de David. Le jeune homme avait prévu d'y emménager au moment de son accident mortel. Oui. Ça me fait drôle d'entrer ici, c'est une maison abandonnée. C'est ici que Martine a décidé de créer la Maison de David. Un lieu qui servira d'accueil et de foyer temporaire à des jeunes sans toit. Une main tendue par Martine et un projet auquel elle tient énormément. Je serais peut-être un peu comme leur maman. Si je pouvais faire quelque chose pour eux, ce que j'aurais pu faire pour mon fils, je le ferais pour d'autres, en sa mémoire. Oui, les aider. J'ai envie d'être comme leur maman, quelque part. Oui, je me sens capable de ça et faire du bien autour de moi. Faire du bien, rendre des jeunes heureux. Ça va être la maison du bonheur pour les jeunes. Et David en serait heureux, j'en suis certaine. Il aimait beaucoup faire le bien autour de lui, donc je suis sûre que de là où il est fier de ce projet. Il m'y aide, il est là. Bien décidée à aider un maximum de jeunes, Martine compte par la suite ouvrir d'autres lieux d'accueil dans la région. « 5 ans de prison avec sursis, sans retrait de permis pour un accident mortel, sous l'emprise de l'alcool et avec délit de fuite, c'est effectivement très peu. On peut comprendre la colère de la famille. On comprend la colère de la famille. Ce qui est surtout, je crois, très frustrant dans ce dossier, c'est la longueur du procès. Donner à quelqu'un 5 ans après un accident, 5 ans de prison, ça n'a plus de sens. Et donc une justice qui n'a plus de sens est une justice qui tourne à vide. Pourquoi la justice est aussi clémente avec les responsables d'accidents de la route? Pourquoi les peines sont si faibles? Parce qu'on est dans un concept de blessure involontaire ou d'homicide involontaire et que dans ce cas-là, le code pénal ne prévoit pas des peines très lourdes. Alors c'est sûr qu'il faudrait peut-être trouver un délit qui dit qu'une personne qui était complètement négligente sur un certain nombre de critères, que ce soit le soin de son véhicule, que ce soit l'addiction aux drogues licites ou illicites, qu'il soit dans un excès de vitesse, etc., qu'il soit au-delà, si vous voulez, simplement de la blessure involontaire, telle qu'elle est actuellement, ou l'homicide involontaire telle qu'elle est actuellement caractérisée par le code pénal. La répression est-elle la seule solution ? La répression est une des solutions. Il faut toujours articuler l'information, la prévention et la répression. Mais il faut articuler les trois. Et peut-être, pour le moment, n'y a-t-il pas assez de prévention et n'y a-t-il pas assez d'information. Vous pensez qu'il faudrait faire comme d'autres pays et mettre le taux d'alcool à 0 ? Absolument. Pour commencer, peut-être. Pour commencer. Non.
Aujourd'hui, comme 2 fois par mois, Stéphane prend le volant d'un kart, qui, comme sa voiture, est adapté à son handicap. Le frein, l'accélérateur. Je m'y suis fait en me donnant les moyens de faire tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai voulu essayer le ski, je me suis donné les moyens d'aller dans une station de ski avec une association et je me fixe aucune limite dans ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire du kayak sur la Seine, et ben je vais trouver une façon de faire du kayak sur la Seine. Tennis, natation, ski et même boxe. Stéphane touche à toutes les disciplines handisport. Aujourd'hui, il est venu partager un moment de plaisir avec son père sur la piste. Et Stéphane va même lui donner des petits conseils. Prends plus large! Prends plus large! Et pour Stéphane, accélérateur à fond, ça passe. Ah merde! Ou ça casse. Bah alors, c'est pas une tourneuse? Bah ouais, je sais pas ce qu'il a foutu. Ah bah ça, c'est gaz trop fort, trop braqué, forcément ça fait pas bon ménage. Pourtant, elle partait bien, hein. Ouais. J'ai pas le même rapport au danger que j'avais avant. Avant, j'étais peut-être moins conscient du danger en fait. Mais bon, le danger, il peut venir de partout, qu'on soit en moto, en vélo, à pied ou en voiture. Voilà, je pense juste qu'il faut être conscient du danger et voilà, affronter la vie en étant conscient du danger. Alors, cette petite virée? Bah, sympa, hein, ça glisse un peu sous la pluie, mais bon, ça fait toujours plaisir. Quand on est dans le kart, c'est comme si on était valide, quoi. Il y a on a les mêmes sensations, on joue sur le même terrain, donc on est égaux, quoi. Attends, je vais regarder mon score. C'est intéressant, tous les retours là. Une 14, eh bah. Et il faudra faire mieux. Car dans quelques jours a lieu une course de kart ouverte à tous, valides et invalides. L'équipe de Stéphane vient de le rejoindre. Elle sera exclusivement composée d'amis, eux aussi en fauteuil roulant. Mais là, il faut qu'on s'y prépare, hein, parce que c'est au mois de novembre. C'est le 30 novembre. Il est motivé apparemment. Ah bah ouais, on est inscrit hein, déjà. Ah d'accord. Ah ouais. Ah mais il a assez de monde ou pas? Bah oui, non, ça va le faire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on a un accident de moto qu'il faut arrêter les sports mécaniques. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est un préjugé que de dire j'ai eu un accident de moto, donc plus de sport mécanique. Il n'y a aucun rapport entre les deux, quoi. Aujourd'hui, Stéphane prend les choses avec philosophie, ce qui est plus difficile pour son père. Ça va parce qu'il fait beaucoup d'activités. Maintenant, est-ce que réellement ça va bien intérieurement? Ça, je peux pas vous dire. Aujourd'hui, je peux pas vous dire encore. Il s'occupe beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas justement pour cacher quelque chose? Ça, on peut pas savoir. Voilà. Alors, est-ce que nous, on espère que non, que ça va réellement bien, mais est-ce que ça peut aller bien quand on est comme il est? Voilà. Ça, après, seul lui peut le dire. Disons que je vais bien comparé à d'autres. J'habite avec ma chérie, j'arrive à m'occuper quasiment tous les jours en faisant du sport ou d'autres activités avec les associations. Après, psychologiquement, c'est difficile en fait. Dans les temps morts de ma journée où je me vois en fauteuil, avant mon accident, je voyais mon avenir était tout tracé en fait. Je me voyais ma carrière, je voyais ma vie dans une maison avec des enfants. Aujourd'hui, quand j'essaie de penser à mon avenir, en fait, je vois le fauteuil. Comment je vais faire en étant en fauteuil pour avoir des enfants? J'imagine beaucoup moins l'avenir. Je vis beaucoup plus au jour le jour qu'avant. Martine, Stéphane, leur vie a basculé en quelques secondes. Blessés dans leur chair, chacun tente de se reconstruire. Lui,
à travers la volonté de reprendre une vie active. Elle, avec l'espoir de retrouver le chauffard qui a tué son fils. Je pourrais dire, David, tu peux reposer enfin ton âme en paix. Maman a trouvé celui qui t'a tué, tu peux partir l'âme en paix. Et ça, c'est tout ce qui me reste à espérer. On pourrait me souhaiter que je retrouve l'usage de mes jambes, mais ça c'est utopique. Et il ne faut pas s'arrêter là-dessus, c'est pas ce qu'il faut espérer. Donc simplement que je vive normalement, que j'ai une vie riche en émotions.